et bienvenue à notre émission de l'érable approfondie. La MRC de l'érable a annoncé la création de nouvelles politiques pour les aînés et les familles de la région après une étude exhaustive qui a duré 3 ans et a permis aux promoteurs de comprendre les nouveaux mouvements et phénomènes à prendre en compte pour assurer le bien-être de la population au moins d'ici 2025. En plus de familles et de personnes aînées, une attention particulière sera accordée aux adolescents, aux nouveaux arrivants et aux travailleurs expérimentés. L'adaptation au changement climatique, les loisirs, les bénévolats, la promotion des bonnes habitudes de vie et des services disponibles sur le territoire sont des autres exemples qui font partie des priorités. Sandra Vignon, conseillère au développement des communautés à la MRC de l'érable, nous a donné l'opportunité de connaître tous les détails de ce processus et l'analyse faite de la région au niveau des statistiques. Bienvenue. Bonjour Madame Sandra, bienvenue à cette émission. Allô? Bon, il y a de nouvelles politiques de la famille et des années dans l'érable. On va commencer pour connaître un peu comment a débuté ce projet pour améliorer la qualité de vie des citoyens de la MRC de l'érable. OK. Je ne sais pas si c'est à chaque année, mais en tout cas, périodiquement, le gouvernement du Québec fait des appels à projets pour différents programmes. Puis, à l'époque, il avait fait, ça remonte à, je pense en 2018, il avait fait une demande pour obtenir des subventions pour réaliser les politiques aînées. Puis, ils ont eu le financement. Et à ce moment-là, quelques mois plus tard, il y a eu un appel à projet pour les politiques de la famille. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait la demande. Puis, on a jumelé les deux ensemble pour que ça donne politique de la famille et des aînés. Mais tout ça, c'est long avant que le ministère nous donne son accord ou refuse nos projets, ce qui fait que ça a été un peu plus long. On a eu un changement de direction aussi au sein de la MRC. On a réfléchi, voir si on poursuivait le travail ou non, parce qu'il y avait tout un ensemble de dossiers qui étaient à revoir selon la volonté de la nouvelle direction. Et en plus, on a été frappé d'une pandémie. Donc, on n'avait pas le droit de se rencontrer. Parce qu'habituellement, les politiques familiales, on travaille en concertation avec les citoyens puis différents acteurs du milieu, mais on fait des rencontres là, en présentiel. Tout ça mis dans le bateau a fait que ça a été beaucoup plus long comme processus qu'on pensait, mais on a finalement abouti aux politiques là, l'été passé. Fait qu'après ça, ça a été la mise en page, c'est ça que je cherchais. La mise en page là, des documents avec les graphiques, les photos, tout ça. Mais c'est un processus de 3 ans plus ou moins. Oui, parce qu'à partir de quand on a commencé, quand on a dit go, on commence, c'était fin 2019, début 2020, parce qu'on avait certaines municipalités où on travaillait avec le Teams ou le Zoom avec les citoyens pour faire les rencontres de comité. J'ai d'autres municipalités qui disaient non, on ne veut pas travailler de cette façon-là parce que nos gens ne sont pas à l'aise. On préfère attendre au moment où le gouvernement va nous donner l'accord pour qu'on se rencontre. Il y a des municipalités qui ont commencé avant, mais la plupart ont commencé plus en 2022, je te dirais. C'est pour ça qu'on aboutit aujourd'hui. Ça paraît long comme processus, mais il y a eu différentes embûches là, avant, au moment où on a fait les demandes de subventions, au moment où on a reçu les réponses, changement de direction, la pandémie, en tout cas. Beaucoup des affaires avant. Oui, c'est ça. Et bon, quels en étaient les alliés, justement, pour réussir à avoir toutes les informations des différentes municipalités de la région? Bien, en fait, de la manière que ça se passe quand on travaille dans les municipalités, c'est sûr qu'on a besoin de l'aval du conseil municipal. Souvent, on travaille avec le directeur municipal de la municipalité ou des fois un agent de développement. Ça dépend des municipalités, en ont, des fois en ont pas. Après ça, ça nous prend une personne qui est représentant des aînés. Avec la plupart des municipalités, on va travailler avec quelqu'un qui est dans la FADOC. Ça nous prend des représentants aussi des familles. On essaie de travailler
en plus de ces personnes-là, avec des acteurs clés de la municipalité. C'est que ça peut être aussi des gens qui proviennent des comités de loisirs, des comités de développement de la municipalité, des citoyens qui sont juste impliqués ou qui ont le goût de s'impliquer. Fait que chacun des comités dans les municipalités est différent dans sa composition. Puis pour la MRC, ben là, on va chercher les représentants plus larges au niveau du territoire. Là, cette fois-ci, on est allé chercher quelqu'un qui représentait la table des aînés de la MRC, la maison des familles. On est allé chercher Orapé. Tu sais, là, je les nommerai pas tous, là, mais tu sais, on essaie d'aller chercher des acteurs clés puis qui sont représentatifs puis qui ont à travailler avec les aînés ou les familles selon le cas. Fait que ça fait finalement que c'est des gros comités, mais c'est ça le travail en concertation. Oui, et quels ont été les outils aussi pour comprendre un peu les mouvements et comment ça bouge la région et pouvoir avoir les bons résultats? Bien, dans la politique, ce qu'on nous demande de faire, et je dirais c'est la base à chaque fois qu'on en fait une, on travaille avec les statistiques pour dresser un portrait. Fait que là, on a travaillé avec les statistiques du dernier recensement du Canada 2021 parce qu'ils sont assez complètes. On est capable de savoir il y a combien de personnes selon les groupes d'âge, selon le sexe. On est capable de savoir aussi, tu sais, on peut aller voir les revenus, on peut aller voir dans quel type de maison ils habitent. Fait que ça nous permet vraiment de dresser un beau portrait de la situation. En parallèle à ça, on fait faire un sondage aussi dans les municipalités pour aller voir le pouls des gens. Tu sais, c'est quoi qu'ils veulent? Ils veulent-tu qu'on implante, je sais pas moi, des jeux d'eau? Ils veulent-tu des terrains de pickleball? Ils veulent-tu qu'on fasse plus de soirées animées ou qu'on fasse des soirées intergénérationnelles? Tu sais, il y a plein de possibilités. Fait qu'en plus de leur demander comment ils se sentent dans leur milieu, on a à aller chercher de l'information selon 9 thématiques. Fait que, ça va autant au niveau du transport collectif que de l'habitation, que la santé ou la sécurité, là. Il y a vraiment plusieurs sujets. Fait qu'on les questionne là-dessus. Puis après ça, là, en comité, on regarde ensemble, selon ce qui est exprimé dans les sondages, comment on pourrait arriver à améliorer notre milieu de vie. Qu'est-ce qui est pertinent? Puis, il y a aussi toute la volonté de la municipalité qui a déjà en tête différents projets qu'ils veulent mettre en place, là. Des fois, la municipalité sait que d'ici quelques années, il va falloir qu'elle fasse des améliorations locatives dans sa salle multifonctionnelle, par exemple, ou refaire un belvédère, ajouter des quais vis-à-vis la rivière. Fait que tout ça mis ensemble, bien là, on est capable de dire, bien voici comment on bâtit notre plan d'action. Et il est propre aussi à chaque municipalité. L'objectif des politiques, c'est d'y aller en lien avec les besoins de chacune des municipalités. Fait que le plan d'action de Saint-Ferdinand ne sera pas le même que celui de Notre-Dame-de-Lourdes ou de Lister. La politique comme telle, il y a des troncs communs. Tu sais, là, on va retrouver les portraits, les différentes ressources. Mais le plan d'action comme tel est vraiment propre à la municipalité, là. Mais en général, quels sont les résultats que vous avez trouvés pendant ces études, plus ou moins, pour connaître les besoins des personnes de la région? Bien, je te donne l'exemple. La grosse question aujourd'hui, l'habitation. On a demandé aux gens, dans 5 ans, ils se verraient où? T'sais, ils se voient-tu encore habiter dans cette municipalité-là? S'ils sont en maison ou en appartement, est-ce qu'ils se voient encore habiter ce lieu-là? On leur demandait même, parce qu'on voulait essayer d'aller voir si chez les personnes âgées, il y avait une tendance à plus vouloir quitter la municipalité ou à se trouver un appart ou aller en résidence. Et chez les personnes âgées, on a vu que non, pas du tout. Dans la majorité des cas, je dirais même, là, je n'ai pas les chiffres en tête, là, mais c'est au-dessus de 80% des personnes âgées disaient qu'ils voulaient demeurer encore chez eux, peu importe qu'ils étaient en appartement ou en maison. Tu sais, fait qu'on a cette tendance-là ici, dans nos plus petites municipalités où il n'y a pas beaucoup d'appartements,
que les gens demeurent chez eux. C'est une tendance qu'on a ici que toutes les municipalités autour de Plessisville et de Princeville ont à peu près pas d'appartements. Ce qui fait que les gens sont dans des maisons, mais ils veulent y demeurer là. À Plessisville, c'est notre gros pôle d'appartements. C'est là qu'on retrouve la plupart des gens qui vivent en appartement. Puis un petit peu à Princeville aussi, là, tu sais. Pas tout à fait l'équivalent, mais quand même beaucoup d'appartements, là, à Princeville et à Plessisville, tu sais, contrairement aux autres municipalités. Fait que ça, c'est une tendance. On voit aussi, je suis toujours en habitation, chez les plus jeunes, ben eux, c'est l'accès à la propriété. Tu sais, on n'est pas surpris, mais c'est vraiment l'accès à la propriété parce que les appartements sont très chers. Sauf que là, on commence à avoir plus de développement résidentiel. Mais on le voit, l'aspiration des jeunes couples, parce que les appartements sont pas très grands. Fait que avoir un enfant en appart, c'est pas si pire, mais quand on tombe à 2 ou 3, même chose pour les familles provenant de l'immigration, quand on a des enfants, c'est pas l'idéal en appartement parce que on n'a pas des appartements très grands ici, là. Fait que c'est des choses comme ça qu'on est capable de voir. Puis là, ben c'est de travailler en fonction de, OK, on sait qu'on a ce besoin-là. Bon, ben les nouveaux quartiers résidentiels qui se développent, ben peuvent mettre aussi, ils peuvent décider de garder quelques terrains pour des unités de logement de type plus appartement. Fait que, on le voit là, dans les nouveaux. Là, à Princeville, justement, il y avait l'annonce ce matin dans les journaux qu'ils allaient construire beaucoup de nouvelles unités de logement. Puis dans leur nouveau quartier, ils allaient garder un certain nombre d'endroits spécifiques pour construire des appartements. Fait que, ça va pouvoir venir combler ce besoin-là. Puis garder nos aînés aussi chez nous. Là, parce que quand ils quittent leur maison, ils veulent avoir un appartement, là, parce qu'ils veulent plus s'occuper du terrain ou de la piscine ou passer la tondeuse toutes les semaines, ça devient lourd. Fait que, tandis qu'en appartement, ben, ils n'ont pas à s'occuper de ça, puis ils ne sont pas déracinés parce qu'ils restent dans leur milieu. Fait que, c'est des choses comme ça qu'on voit, puis qu'on essaie de travailler avec les municipalités. Des fois, c'est au niveau des loisirs. Des fois, les gens demandent des choses. Mais tu sais, si tout le monde dans toutes les municipalités demandait des piscines, ben des piscines, c'est parce que c'est pas accessible, tu sais, c'est beaucoup trop coûteux. Fait que, tu sais, dans ce temps-là, des fois, ils regardent, ben au niveau de la capacité en approvisionnement de l'eau, c'est faisable de faire des jeux d'eau à côté du parc municipal, tu sais. Fait que puis c'est beaucoup de recherche après pour les municipalités pour aller chercher des subventions parce que souvent, ils n'ont pas toute la capacité de payer pour ces infrastructures-là. Par contre, quand vient le temps dans d'autres municipalités, ils voulaient revenir comme avant la pandémie puis avoir des soirées thématiques. Fait qu'ils se disaient, ben, on avait des fêtes d'Halloween, on avait des fêtes de Noël, on avait des soirées reconnaissance de nos bénévoles. Fait qu'il y a beaucoup cette remise en place-là de choses qui se faisaient avant la pandémie. Puis là, ben, la difficulté avec ça, c'est que il y a encore des craintes des gens de se regrouper. Tu sais, on voit des gens qui portent le masque parce qu'ils ont peur d'attraper les microbes, ils ont peur d'être malades, mais en même temps, ils ont ce besoin-là. L'humain a besoin d'être avec d'autres humains. Fait que là, ben, dans les municipalités, ils disaient, ben, on va peut-être miser sur des activités, mais plus à l'extérieur. Fait que comme ça, ben, au moins, il y a l'air frais. Fait que c'est moins... on n'est pas pris dans une salle. Fait que, tu sais, mettre en place des activités familiales. Fait que, tu sais, le comportement social a changé beaucoup après la pandémie. Oui, c'est ça. Tu sais, fait que ça... C'est ça. Fait que d'une municipalité à l'autre, tu sais, c'est pas pareil, là. Tu sais, les municipalités où ils ont des rivières ou des... Tu sais, comme à Saint-Ferdinand ou Saint-Pierre-Baptiste, qui ont des lacs, les citoyens demandent d'avoir des accès à l'eau. Fait que là, ils réfléchissent à comment ils pourraient donner accès à l'eau. Des fois, c'est rajouter un quai pour pouvoir permettre, là, en toute sécurité, s'approcher de la rivière puis mettre à l'eau un kayak, un paddleboard, tu sais. Puis comme ça, les citoyens peuvent au moins profiter de l'eau. Il y en a qui veulent faire des initiations
justement au paddleboard ou à la pêche, tu sais. Fait que, tu sais, il n'y a pas une municipalité qui est pareille, puis c'est ça qui est le fun à travailler avec eux, là. C'est ça. Et si on commence à parler de politique, bon, quelles sont les politiques, les nouvelles politiques pour pour les familles, mais aussi pour les personnes aînées dans la région? OK. En fait, il y a une nouvelle donnée qu'on n'avait pas lors de la dernière élaboration de politique familiale. C'est toute la question de l'immigration. Avant, elle était beaucoup moins présente. Maintenant, les municipalités je dirais, ont presque pas le choix de la prendre en considération parce que il y en a d'immigration, des personnes issues de l'immigration dans à peu près toutes nos municipalités. Puis, tu sais, c'est sûr que là, les gros bassins, c'est Plessisville puis Princeville, mais il reste qu'autour, il y a quand même des gens qui se sont établis. Ça change la donne parce que là, les comités de citoyens ils disent ben c'est parce qu'on veut bien les accueillir, on veut qu'ils s'intègrent à notre communauté, on veut qu'ils développent eux autres aussi un sentiment d'appartenance, tu sais. Fait que ça vient changer parce qu'on se veut beaucoup plus, on se disait déjà accueillant, mais là, c'est plus que de l'accueil. C'est aussi de l'intégration, tout en ayant un respect mutuel là, de part et d'autre. Fait que ça a apporté des changements dans les municipalités dans le sens où, ben toutes les activités qu'ils vont penser faire, ben il faut qu'ils pensent aussi en fonction de ces nouveaux-là qui arrivent. Ça, c'est différent. Puis, à chaque fois qu'on fait une nouvelle politique familiale ou une politique des aînés, on a tout un processus de renouvellement de ce qu'on avait déjà décrit. On s'assure que les valeurs qu'on a écrites suivent ce qu'on veut aujourd'hui. Fait que, tu sais, ce qui est nouveau aussi dans les politiques, certaines municipalités l'ont nommé clairement, c'est le développement durable. Il y en a des municipalités où ils voulaient faire des activités, par exemple des conférences pour animer la communauté, parler de comment partir un potager, comment bien faire du compostage, tu sais, plein de choses comme ça, là, des choses de base, mais aussi poursuivre un petit peu plus loin les réflexions. Il y en a qui parlaient d'avoir des comités plus nature, avoir des activités plein air, fait que ça, c'est pas mal les deux tendances nouvelles qu'on a par rapport aux anciennes politiques. Le développement durable, tout ce qui est changement climatique, et puis la nouvelle donnée là, au niveau de l'immigration. Le reste, ça reste similaire. Tu sais, au niveau de la sécurité, les gens se sentent quand même bien chez eux. C'est sûr qu'il y a toujours la question de la vitesse sur les axes principaux. La difficulté qu'on a souvent, c'est que des fois, avec les routes numérotées qui appartiennent au ministère du Transport, ben, c'est plus difficile de faire changer les limites de vitesse. Mais ça, c'est une constante qui revient d'année en année. Mais sinon, de façon globale, les gens se sentent bien chez eux, là, se sentent en sécurité. Là. Fait que, je dirais que c'est les grosses différences pour les politiques familiales. Puis, autant chez les aînés que chez les jeunes familles, la question environnementale était présente. Une autre chose aussi qui est nouveau, c'est au niveau du bénévolat. Là, c'est plus difficile. On dirait que la crise sanitaire a accentué ce besoin-là de bénévolat dans les municipalités. Parce que maintenant, le bénévolat se fait plus comme avant. Souvent, avant, on voyait les gens, autant les hommes que les femmes, qui s'impliquaient, ils s'impliquaient quasiment à vie là, dans des comités. On voit, par exemple, les Chevaliers de Colomb. OK, les hommes se sont impliqués quasiment dès leur jeunesse, puis ils sont encore là, rendus au 3e âge. Même chose dans les cercles d'infirmières, tout ça. Ça fait qu'on a des fois de la difficulté à aller chercher les jeunes. Puis là, on voit des conflits de génération. Parce que là, les personnes âgées disent « Oui, mais les jeunes ne font pas de bénévolat. » Mais les jeunes, ils disent « C'est parce qu'écoutez, avec notre job, avec nos familles, le bénévolat qu'on fait, on va le faire souvent dans nos implications avec nos jeunes, dans les équipes sportives.
Bon, mais nos jeunes font du soccer, font du hockey, du baseball, ils sont au deck hockey. Bon, mais les jeunes parents vont faire partie des comités d'organisation de ces sports-là. Tu sais, fait que, mais oui, ils en font du bénévolat. Nos jeunes dans nos écoles secondaires font du bénévolat avec Jeunesse sans frontières ou ils font du bénévolat entre eux, tu sais, fait que il y en a du bénévolat, mais elle est à un autre niveau, puis des fois, c'est là qu'on a des petits, j'appelle ça des clashs générationnels. Fait qu'il faut ramener tout le monde, dire non, on en fait du bénévolat, mais il n'est plus comme avant. Fait qu'il faut sortir du cadre quand on veut faire des activités. Fait que c'est soit, il y a des gens qui vont faire du bénévolat ponctuel, il y en a qui vont s'investir à long terme. Fait que, c'est de trouver les points moyens, un point central pour... Oui, c'est ça. C'est ça. Puis là, ben, tu sais, fait on veut encore plus travailler l'intergénérationnel, mais tu sais, on le voit là, dans la MRC, il y en a qui font des beaux projets là aussi. Puis, mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est un petit peu ça. Mais, tu sais, les politiques servent aussi à s'ajuster à chaque fois qu'il y a des... à chaque fois qu'on les refait, à s'ajuster aux tendances sociales dans lesquelles on vit, là. Tu sais, quand moi, j'ai commencé à la MRC, on parlait plus de dévitalisation de nos milieux. On est en croissance démographique. Là, si on vit une crise du logement, c'est parce qu'on est en croissance, là. Oui. Tu sais, c'est bien différent. Fait que là, faut qu'on s'ajuste. On peut pas refaire les mêmes choses qu'on faisait il y a 15 ans non plus, là. Et si on prend la communauté des jeunes familles et aussi des immigrants, quels sont les changements qu'ils pourraient voir dans un temps? Quels sont les changements plus importants qu'ils pourraient profiter dans l'avenir? Bien, c'est sûr que quand on parle au niveau du développement social, les résultats qu'on obtient quand on met en place des politiques comme ça se voient pas nécessairement sur du court terme. C'est plus sur du long terme. Parce qu'à travers tout ça, on veut changer des mentalités, on veut changer des façons de faire, parce que la base de ces politiques-là, c'est quand les organismes, quand les municipalités travaillent des projets, c'est de penser et agir pour les familles et les aînés. Fait que, tu sais, des fois, là, ça va être un changement qui ne sera pas très apparent, mais qui va être bénéfique. Tu sais, je donne souvent l'exemple des trottoirs. Les municipalités, quand ils font des trottoirs, font souvent un trottoir qui est droit. Vis-à-vis les entrées de cour, ils penchent, puis ils continuent. Ils penchent à une autre entrée de cour. Bien, ça, quand tu te promènes avec une poussette, un déambulatoire, les fameuses, moi j'appelle ça des marchettes là, pour les personnes âgées, mais c'est des déambulatoires. Bien, à chaque fois que tu pognes le côté qui penche, bien, tu tombes. L'hiver, c'est glacé, c'est plus difficile pour les personnes âgées. Tu sais, les poussettes l'été, bien là, la poussette à tourne, tu continues. Fait que c'est plus forçant. Fait que quand on pense à nos infrastructures de municipalité, bien, c'est à ça qu'il faut penser. La politique, elle est là pour dire au conseil municipal, par exemple, n'oubliez pas vos familles, n'oubliez pas vos aînés. Fait que quand vous faites un trottoir, on peut-tu essayer de voir une autre façon de le travailler pour qu'il soit plus facile aux piétons? Fait que dans les municipalités, des fois, ils se disent, ben c'est moins compliqué, on enlève le trottoir, puis on va mettre, admettons, des bollards. Ou on fait le trottoir plus large. Fait que comme ça, ben au moins, il y a une partie qui est plus plate. Parce que là, les municipalités vont nous dire, oui, mais quand on arrive l'hiver pour déneiger, on ne peut pas avoir des trottoirs droits puis mettre la pente vers la rue. Là, le déneigement, il va pogner dedans. Fait que, c'est là que ça devient un petit peu plus complexe, puis il faut bien réfléchir, mais ça se fait. Fait que, tu sais, ça peut être des petits exemples comme ça. Dans d'autres municipalités, ça va être de remettre en place un comité de loisirs. Fait que, tu sais, c'est la théorie des petits pas qui fait que c'est quand on va faire le bilan, probablement dans 2 ans et demi à peu près, que là, on va pouvoir dire, OK, telle municipalité a fait ça, telle municipalité a fait ça, puis des fois, on n'a pas le choix. Il faut faire des choix.
on peut pas tout faire. Des fois, c'est circonstanciel. La subvention qu'on pensait avoir pour faire tel projet, on l'a pas eu. Fait que ce beau projet-là, ben, soit qu'on le reporte ou on laisse faire. Tu sais, on a tenté quelque chose. Ah ben là, ça s'est pas fait parce qu'on a manqué de citoyens pour l'organiser. Tu sais, fait que les politiques, c'est des souhaits, mais des fois, on n'arrive pas tout à le faire. Mais la plupart du temps, ben, on va arriver à en faire un bout. Puis, tu sais, ça va être des petites choses, mais des fois, ça va être des plus grosses parce que on se dit, bon, ben, OK, on a réussi à je sais pas moi, à réaménager notre skatepark parce qu'il était plus bien adapté. D'autres vont faire un aménagement paysager, faire un coin d'ombre. Tu sais, fait que c'est pas des choses qui vont être flagrantes, mais c'est inscrit dans le plan d'action, puis c'était la volonté de la municipalité d'aller dans ce sens-là. Oui, et l'importance aussi est que les immigrants sont tenus en compte dans la municipalité, non? Dans la Oui. région en général. Oui. Je pense que ça, c'est un côté que vous n'avez pas prévu avant la pandémie, non? Les immigrants, les travailleurs étrangers. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'ils viennent ici à travailler, mais ils ont besoin aussi de garderies, de logements. Et j'imagine que vous êtes aussi en train de travailler dans ce type de sujets. Oui, parce qu'on travaille en même temps à la MRC, le programme d'appui aux collectivités, qu'on appelle dans notre jargon le PAC. Et il y a un comité pour ça aussi. Puis il y a des actions dans ce sens-là au niveau de l'habitation, des services de garde. Fait que, comme je m'occupe du développement social au sein de la MRC, ben moi, j'ai le regard sur tout ça. Puis on travaille en collectivité avec différents partenaires. Fait que l'immigration, le plan d'action d'immigration, puis le plan d'action famille aînée, ben, ont à travailler ensemble parfois. Là, fait que c'est sûr que quand on travaille les politiques familiales, il faut avoir tout ça en tête. Puis même, on a rajouté des choses dans le plan d'action de la politique familiale et de la famille et des aînés pour la MRC. On avait travaillé un plan d'adaptation au changement climatique avec un de nos collègues. Et on est allé chercher des éléments de ce plan-là pour les intégrer dans la politique de la famille et des aînés pour justement démontrer qu'on fait du lien puis que notre travail n'est pas en silo. Là. On va amener la MRC à se développer. Ben c'est tout ensemble qu'on peut le faire. Fait que l'immigration fait partie aussi de... La question était là aussi. Avoir des agents d'accueil dans les municipalités, faire des activités d'accueil avec eux. Au niveau de la MRC, on n'a pas tant touché cet aspect-là vu qu'on avait le plan d'action en immigration. On l'a mis de côté, mais on le sait qu'il y a des actions à faire, qu'il y a des actions au niveau du logement, au niveau de l'accueil. Fait que c'est comme nommé, c'est repris par le volet plus immigration. Et au niveau des changements climatiques, quelles politiques seront adaptées aussi pour baser un peu pour diminuer l'impact que ça il y a dans la vie des personnes? Bien, dans le plan d'action des changements d'adaptation au changement climatique, on parlait d'avoir des îlots de fraîcheur pour contrer justement le phénomène urbain. Les gens qui sont en appartement, qui n'ont pas nécessairement d'air climatisé. Fait que dans les municipalités, il y en a qui regardent déjà pour ça, avoir dans les parcs municipaux soit des gazebos ou aménager des coins d'ombre avec planter des arbres. C'est sûr que là, avant que les arbres grossissent, ça prend du temps, mais tu sais, l'ajout de gazebo. Il y a justement donner accès à l'eau plus facilement, tu sais, fait que si on met un quai, ben, tu sais, au moins les gens peuvent aller sur le bord de la rivière se rafraîchir ou au lac. Il y avait aussi tout ce qui était nommé aussi par rapport à, mettons, faire connaître ces points-là. Mettons, s'il arrive des chaleurs extrêmes, bon, ben
la municipalité va mettre en place mettons, à la salle communautaire, de l'accès pour avoir de l'eau, de l'air climatisé pour que les gens puissent aller passer quelques heures là dans la journée. Bon, mais ils regardent pour diffuser cette information-là. Fait que, tu sais, ça, c'est un volet, entre autres, qui est travaillé avec le centre de santé. Tu sais, fait que on travaille des fois avec des partenaires, puis notre rôle, des fois, il est minime parce que ça va être juste de diffuser l'information sur nos réseaux sociaux. Ça dépend là, de tout et chacun. Là. Oui, parce on doit prévoir aussi les inondations, non? Dans cette époque des pluies, aussi pour l'été, oui. pour tous les incendies de la Oui. forêt. Alors, je pense que aussi travailler dans ces volets, c'est important. Nous, au niveau de la politique familiale, on n'en a pas tant parlé. Par contre, je sais qu'au niveau du plan que mon collègue a mis en place avec les différents intervenants qui ont travaillé à ce plan-là, c'est beaucoup la sécurité publique, le service d'incendie qui s'occupe de ça. Dans le cas d'inondation, on travaille avec les municipalités. Fait que, ils ont mis des protocoles en place. Justement, si un citoyen appelle et il dit, ben là, c'est parce que la rivière déborde chez nous, ben, il appelle le service sécurité incendie puis notre équipe de cours d'eau. Ça, c'est quelque chose que je touche pas nécessairement. Par contre, ce qui est beaucoup en lien avec l'environnement, c'est sensibiliser les gens aux bonnes pratiques. Faire attention à l'eau. T'sais, comme on a vu à Plessisville, je ne sais pas s'il y a encore les pancartes, mais je sais que j'avais vu là, à certains endroits, ils ont une campagne de sensibilisation pour l'utilisation de l'eau. Bien, c'est sûr que tu fais attention à ton eau. Tu ne prends pas une douche d'une demi-heure, tu fermes ton robinet quand tu te brosses les dents. Là, ils ont mis... ils donnent ou ils vendent des composteurs, des récupérateurs d'eau de pluie. Fait que, c'est des mesures comme ça là, qu'on peut prendre pour atténuer notre consommation d'eau. Puis, certaines municipalités l'ont mis en place, là, vont le mettre en place parce que ça fait partie de leur action. Mais c'est pas toutes les municipalités qui en ont parlé, là. Il y en a qui ont parlé d'avoir plus de plantations d'arbres. Fait que, c'est variable, là. Et au niveau de la santé, Madame Sandra, est-ce que vous avez tenu en compte aussi l'ouverture de la nouvelle clinique de santé de proximité de l'érable? Non, pour la simple et bonne raison qu'à l'époque, quand on a fait nos plans d'action, on n'avait pas de confirmation que ça allait se faire. On savait que c'était dans l'air, mais c'était pas assez certain, là. Moi, j'ai laissé les politiciens gérer ça. Mais ce qu'on sait, par contre, c'est qu'on va avoir un devoir d'information auprès de la population. Puis, tu sais, Solocius savent qu'ils peuvent compter sur nous pour diffuser de l'information auprès des municipalités concernant les différents services. Parce que là, présentement, on n'a pas la clinique, mais il y a plein de services qui sont offerts à la population, puis les gens ne le savent pas. Ils ne savent pas parce que souvent, quand ils n'ont pas besoin, même si tu reçois un pamphlet dans ta boîte postale, ben, tu vas la regarder et tu vas dire, bon, ben, OK, je n'ai pas besoin, tu sais. Je sais pas, moi, par exemple, l'Association des proches aidants. Bon, ben, je ne suis pas proche aidant, je n'ai pas besoin. Mais ça se peut que 6 mois plus tard, tu t'aperçois que tu en as besoin parce que ton parent est vieillissant ou que tu as un enfant qui a des besoins particuliers. Fait que là, tu aimerais ça le savoir. Fait que, tu sais, il y a différents... On veut essayer de mettre en place des capsules d'information. Tu sais, sensibiliser les gens aussi au fameux 811 à l'info sociale. C'est vraiment la porte d'entrée. Quelqu'un qui a une question, justement, si je prends l'exemple d'un parent vieillissant, puis on veut savoir c'est quoi les ressources, on peut appeler au 811, là. C'est vraiment la porte d'entrée là, au niveau des références de tous les services. On envoie des fois sur nos réseaux sociaux différentes informations de nos partenaires sur ce qui se passe. Je présume que lorsqu'on va avoir la clinique de santé, tous les services qui vont être offerts, il va y avoir un beau communiqué qui va être fait par le CIUS
mais probablement qu'il va être relayé par tous nos médias sociaux, puis qu'on va diffuser l'information auprès de tous nos partenaires, là. Tant les municipalités que les groupes communautaires, les écoles, tu sais, je pense qu'il va... Je pense que ce service-là est très attendu dans la MRC et il va falloir aller l'informer le plus possible. L'utilisation des journaux locaux, je l'ai toujours dit, c'est souvent une belle porte d'entrée dans les municipalités. On sous-estime le pouvoir de ces petits journaux-là parce que c'est une infolette qui est remis aux citoyens là, sous différentes formes. Là. Des fois, ils ont un beau cahier, des fois, c'est une page recto-verso qui est remise, c'est variable. Puis, c'est une mine d'informations pour les citoyens. On l'a vu justement dans notre sondage. On demandait aux gens comment ils s'informaient. Des fois, le Facebook sortait fort, le Facebook de la municipalité, des fois moins fort. Fait que nous, ça nous aide à savoir quel canal de diffusion utilisé pour donner l'information aux citoyens. Parce que ça, c'est toujours le nerf de la guerre, justement, d'informer le citoyen, puis qu'il sache comment ça fonctionne aussi. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'informations qui vont devoir se faire. Et au niveau de la population, Madame Sandra, quelles statistiques vous avez retrouvées dans le studio à propos de combien de personnes âgées il y a dans la région, combien de jeunes familles, combien d'enfants par famille? De manière globale, on est, oui, une population vieillissante. Si je ne me trompe pas de mémoire, on a un âge médian. Médian, ça veut dire que sur, mettons, 100 personnes, bon, mais l'âge dans le milieu, là, la personne numéro 50, c'est 46 ans. Fait que c'est quand même assez vieillissant. On a des municipalités, par contre, qui sont plus autour de 42 ans à peu près. Ce qui fait qu'on sait que la population est plus jeune. Fait que ça, il faut travailler fort aussi pour offrir des soins puis offrir du soutien à ces personnes âgées-là parce qu'on le voit dans les perspectives démographiques que le pourcentage de personnes âgées va augmenter. Mais en même temps, on veut garder nos jeunes, on veut qu'ils restent ici, fait qu'il faut aussi s'en occuper. Fait que, c'est toutes des préoccupations qu'on a. Je dirais que présentement, on est autour d'à peu près le quart de notre population qui a 65 ans et plus, de façon globale. Mais encore là, c'est variable d'une municipalité à l'autre. Tu sais, j'ai en tête Saint-Ferdinand qui a une population qui est plus vieillissante que d'autres. Longtemps, Plessisville a quasiment eu la palme des municipalités plus vieillissantes. Saint-Pierre-Baptiste a une population un petit peu plus jeune. Fait que, tu sais, mais tu sais, au niveau du global, c'est pas mal le quart. Puis ce qu'on voit dans les perspectives démographiques, c'est un 28% à peu près. Fait que... Mais tout ça, ces détails-là, là, je vais faire ma pub, mais tous ces détails-là, on les a sur le site de la MRC de l'Érable dans l'onglet qualité de vie. Puis il y a un petit bouton qu'on appuie, là, puis c'est les politiques familiales. Les politiques familiales de toutes les municipalités sont là avec les plans d'action. Et la politique familiale et des aînés pour la MRC avec les plans d'action. Et les statistiques sont dedans. Fait que là, c'est là qu'on va avoir là, tous les groupes d'âge. Mais c'est une tendance au Québec. On n'a plus de la belle pyramide. On a une pyramide qui tend vers une augmentation des personnes âgées puis un rétrécissement du nombre de jeunes. Fait que c'est ça. Mais l'immigration vient nous aider à changer ça. Oui, parce que ce qu'on s'aperçoit, c'est que les familles immigrantes ont presque plus d'enfants. C'est pas rare de voir une famille immigrante qui arrive et qui ont déjà 3 ou 4 enfants. Là. Oui. On en voit beaucoup plus maintenant de jeunes mamans avec des bédaines, puis sont issus de l'immigration. Fait, ça va apporter un renouveau à justement ce vieillissement-là de la population. Pourquoi ça a été difficile de trouver des statistiques sur la population de l'immigration, des immigrants? Oui, c'est difficile de trouver de l'information parce que Statistique Canada fait une photo à un moment précis dans l'année, aux 4 ans. Fait que ça se peut qu'à ce moment-là, j'aille 400 immigrants,
mais que le lendemain, j'en ai, tu sais, ou un mois plus tard, j'en ai qui déménagent, j'en ai qui arrivent. Le ministère de l'Immigration au Québec tient pas nécessairement de statistiques à savoir qui arrive. Tu sais, on n'a pas une douane à l'entrée de la MRC. Si on avait une douane, puis qu'à chaque fois que quelqu'un rentre chez nous, ben là, cling, on peut le mettre dans... Tu sais, comme on voit des fois dans des festivals, il y a quelqu'un qui a un genre de cliqueur puis qui compte le nombre de personnes qui rentrent. Ben, on n'a pas ça. Tu sais, on n'a pas une belle arche qui dit « Bienvenue dans la MRC de l'Iran », puis t'as pas le choix, tu passes par là quand t'arrives. C'est utopique, mais ça nous permettrait de savoir combien qu'on a d'immigrants qui arrivent. Tu sais, on pourrait avoir un beau questionnaire. OK, tu viens de où? Qui t'accompagne? Tu fais quel métier? Tu sais, tout ça. Mais là, on l'a pas. Fait qu'on travaille sur des à peu près. Impact Emploi, qui est un très bon partenaire au niveau de l'immigration, a des statistiques, mais parce que les gens vont les voir. T'sais, fait que comme ça, ben, ils sont capables de par leur service qu'ils donnent, de dire, bon, OK, cette année, on a eu à peu près X nombre de gens, puis ils proviennent d'à peu près tel pays, tout ça. Tu sais, oui, c'est important, mais oui, c'est encore difficile de c'est savoir ça. combien de Oui. des personnes immigrantes, de travailleurs étrangers Oui. habitent ici dans la région. C'est ça. Puis, tu sais, quand on envoie des sondages, ben c'est des sondages, c'est pas une obligation, là. Fait que même si je l'envoie aux employeurs puis que je leur demande combien il y a d'employés qui proviennent de l'immigration, ben c'est pas tous les employeurs qui nous répondent non plus, là. Il y en a qu'on le sait que dans leur entreprise, il y en a à peu près tant, puis ça vient de tel pays, fait que... Ou des fois, c'est parce qu'on connaît des gens qui nous le disent. Bon, OK, moi, dans mon entreprise, on a accueilli, je sais pas, moi, 5 Mexicains cette semaine. Puis il y a 6 mois, on avait eu 6 Guatémaltèques. Fait que c'est pas... on n'a pas de chiffre exact. Par contre, on est très diversifié. On est très diversifié. Justement, on a eu une rencontre dernièrement et les gens de chez Impact Emploi nous disaient qu'on avait... 36 différentes nationalités sur notre territoire. On n'aurait pas pensé ça il y a 5-10 ans. On savait que l'immigration s'en venait, mais pas de ce niveau-là. Fait que c'est des gens qui viennent de l'Asie, de l'Afrique, de l'Amérique du Sud, moins de l'Europe, là, mais vraiment l'Amérique du Sud, beaucoup. Majoritairement, les gens viennent de là. Et non, c'est vraiment, ça s'en vient vraiment un beau mélange. Là. Et pour terminer, Madame Sandra, quels sont les défis les plus importants qu'il y a encore dans la région pour aller plus loin? Je ne serai pas originale, mais je pense que pour aller plus loin, on va y aller vraiment avec les enjeux sociaux qui sont là maintenant, qui va être le vieillissement de la population, qui va être l'habitation, qui va être l'itinérance. C'est des enjeux vraiment qu'on a qui sont majeurs. Puis ça va être aussi de s'occuper de notre jeunesse. On voit beaucoup les questions de santé mentale qui reviennent, de surcharge. Oui, chez nos travailleurs, mais aussi chez nos jeunes. Fait que finalement, il y a des enjeux dans toutes les couches de la société. C'est toute la sécurité alimentaire aussi. Sécurité alimentaire, c'est d'avoir accès à une saine alimentation. Mais quand on dit accès, c'est proche de chez vous, mais c'est aussi monétairement. Fait que, tout coûte plus cher, fait que les besoins sont encore plus grands qu'avant. Fait que c'est pas terminé. Puis par le travail qu'on fait à la MRC en développement social, oui, c'est les politiques familiales, oui, c'est l'immigration, mais c'est aussi tout le reste. Le reste de la société a besoin aussi. Fait que c'est pour ça qu'on travaille avec les partenaires, la Corporation de développement communautaire, avec les organismes communautaires, avec le CIUS, avec les municipalités. Puis souvent, notre travail se voit pas parce qu'on travaille en concertation.
C'est un travail qui est plus lent, mais on essaye d'avoir des projets qui sont structurants, puis qui sont porteurs, puis qui vont amener une plus-value. Mais ça se mesure, mais sur du long terme. Fait que on est plus des travailleurs de l'ombre, je dirais. Bon, je pense qu'on a fait une bonne analyse de la région. Merci beaucoup, Madame Sandra, pour toute l'information que vous avez donnée aujourd'hui, que c'est d'importance. Merci. Merci. Jusqu'ici, notre émission Érable approfondie. N'oublie pas que toutes nos émissions sont disponibles sur notre site internet www.tvc.org. Également sur notre page Facebook TVC, Télévision communautaire de l'érable. À la prochaine!